Pardon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je sais tes podcasts. Quelle journée! Fallait avoir le cœur bien accroché ce matin devant les Belges à l'Open d'Australie. Toi, Philippe, tu n'étais pas chez toi, tu as suivi ça de loin, je sais. Comment tu vas? Je vais bien, mieux que certains d'entre nous malheureusement. Mais oui, moi j'ai suivi ça sur mon téléphone, c'était pas facile, mais avec beaucoup de suspense aujourd'hui. Oui, alors ce lundi marquait donc le deuxième jour de l'Open d'Australie, une journée au programme très chargé, puisque pas mal de matchs de dimanche ont été reportés à cause de la pluie. Pas de pluie ce lundi à Melbourne, sous un soleil éclatant et une température qui tournait aux alentours des 24 degrés. Tous les matchs ont pu se disputer. 3 Belges étaient d'ailleurs sur les cours ce lundi matin. David Goffin, Grete Minen et Elise Mertens. Alors, Elise Mertens s'est qualifiée dans la douleur face à la Suissesse Victoria Golubic, 95e mondiale, issue des qualifications. La rencontre s'est soldée sur un score très serré, 4-6, 7-6, 6-4, au bout d'une bataille qui a duré 2h47 minutes. Elise a perdu le premier set après avoir été breakée à 5-4. Dans la deuxième manche, la Belge a fait preuve d'une très belle force de caractère. Elle a sauvé 2 balles de match pour s'adjuger le tie-break 18. Et si elle s'est fait une frayeur avec ce break alors qu'elle servait pour le match à 5-3 dans le troisième, Elise s'est très bien reprise en débreakant son adversaire pour s'offrir le dernier set 6-4. Solide comme toujours, solide dans les moments importants en Grand Chelem. Elise Mertens, ça n'est plus une surprise, elle est vraiment forte dans ces moments-là. Oui, elle joue toujours bien en Grand Chelem, Elise Mertens. C'est vraiment, je pense, de tous les joueurs qu'on a, c'est vraiment celle qui est la plus consistante. Sa fiche de résultats d'ailleurs le montre. Et elle arrive toujours à trouver le moyen de gagner et à éviter de faire des contre-performances. Et c'est la raison pour laquelle elle fait toujours souvent troisième tour, même de temps en temps quatrième tour, parce qu'elle a un niveau moyen en Grand Chelem qui est vraiment très bon, même si aujourd'hui tennistiquement c'était pas du grand tennis, mais mentalement, comme tu l'as très bien dit, elle a réussi à de nouveau trouver le chemin, trouver la voie, en s'accrochant, en s'adaptant, parce qu'elle jouait pas très bien au tennis, mais elle a réussi à gagner une fois de plus. Elise Mertens, elle arrive souvent, très souvent à trouver le chemin. Oui. Alors on va écouter, je te propose Phil, la réaction d'Élise qui au bout de la nuit, parce que ça s'est terminé très tard, nous a envoyé un petit son suite à cette grosse bataille. On l'écoute. Je suis bien sûr très heureuse de la victoire d'aujourd'hui. Ça ne semblait pas très bien parti au début, surtout après avoir perdu ce premier set, mais j'ai continué à me battre. C'était vraiment serré. Et puis, ce tie-break, je devrais revoir les points, mais il y a eu énormément de rallyes aujourd'hui et j'ai bien combattu pour gagner ce deuxième set. Ensuite, dans le troisième set, j'ai eu un break d'avance. Elle est revenue. C'était une adversaire coriace, je trouve. Elle renvoyait beaucoup et avec des slices et autres variations. Les cours sont assez rapides, donc les slices avançaient bien. C'était difficile de trouver des solutions, mais mentalement, j'ai bien combattu. La cheville va bien car je l'avais tordue à Auckland et c'était une question pour Hobart, mais ça va bien. Je suis bandée et je peux y aller à fond. Bien sûr, physiquement, j'étais un peu fatiguée, ce qui est normal. Mais oui, je me suis bien battue, surtout ce premier tour, c'était pas une adversaire facile. Peut-être pas en termes de classement, mais elle a justement gagné un 125, un 250 à la fin de l'année dernière et je pense qu'elle était sur une série de 13 victoires consécutives, donc elle avait la confiance nécessaire. Je suis également contente d'avoir pu jouer à Hobart, ce qui m'a donné la confiance pour recommencer ici. Mais maintenant, la récupération va être très importante. Je suis certainement très contente de ce premier tour où j'ai pu m'imposer. Le prochain tour, c'est Jessica Pegula. J'ai bien sûr déjà joué contre elle plusieurs fois. C'était il y a un moment. Elle a aussi très bien performé l'année dernière. Ça va être difficile, bien sûr. Une bonne adversaire, mais tout est possible en Grand Chelem et nous allons y aller à fond. Le double, heureusement, je ne l'ai pas aujourd'hui, mardi, mais ce sera mercredi ou jeudi. Mais l'accent est mis sur le simple. De toute façon, c'est ma priorité.
Et au prochain tour, Elise Mertens affrontera la 6e joueuse mondiale, l'américaine Jessica Pegula, qui n'a pas perdu de temps en route, 6-3, 6-0 en 1 heure pour rejoindre le 2e tour. Elle a gagné face à Maya Joint, une Australienne invitée par les organisateurs. Jessica Pegula, qui, je le rappelle, est toujours à la recherche de son premier titre en Grand Chelem. Et Elise Mertens n'a jamais perdu dans ces 3 confrontations face à l'américaine, qui était encore finaliste au WTA 500 d'Adélaïde récemment. Donc ce sera une rencontre intéressante. Tu le sens, toi, face à Pegula? Bien, les stats sont plutôt favorables. De toutes les fortes, c'est une des plus faciles à jouer, entre guillemets, parce que elle va laisser du temps à Elise Mertens dans l'échange. Elle ne fera pas aussi fort que Sabalenka ou Rybakina ou Osaka ou même Garcia, qui a perdu aujourd'hui contre Osaka, mais c'est une des très très fortes qui a un jeu quand même qui est plus facile à jouer. Et donc ça reste vraiment, même si c'est une tête de série, quand même pas un mauvais tour dans les têtes de série. L'autre thriller du jour, il opposait ton ancienne élève, Grete Minen, à l'Australienne Destiny Ayava, joueuse issue des qualifications, donc avec 3 matchs dans les jambes pour aborder ce premier tour. Grete a bien débuté la rencontre. Elle menait 7-5, 5-2 quand elle s'est fait rejoindre petit à petit par une adversaire qui a élevé son niveau de jeu et qui l'a breaké. Grete a été breakée pour la première fois dans le match à 5-3 dans le deuxième et portée par un public en délire. Ayava a aligné 5 jeux consécutifs pour empocher la deuxième manche 7-5. Dans le troisième, Grete a mené 5-3, service à suivre. Elle a eu 2 balles de match à 5-4 avant de se faire rejoindre 5-5 et de se faire breaker 6-5. Alors dans ce jeu, elle a tenu bon, Grete, elle a sauvé une balle de match pour revenir à 6-6, mais dans le tie-break, elle a assez mal débuté, mené 2-0 puis 4-1 avant de laisser filer le match sous les acclamations intempestives du public australien. Celle-là, elle va vraiment faire très mal au moral. Tu penses pas, Phil? Oui, c'est pas une façon idéale pour commencer la saison, malgré qu'elle ait quand même 2 victoires à son actif sur la tournée, mais c'était ouais, elle peut s'en vouloir, elle avait tout en main, elle sert, comme tu l'as dit, à 5-3, elle sert pour le match, malheureusement elle est un peu en manque de première, même configuration dans le troisième set, de nouveau elle sert pour le match à 5-3, là encore elle se fait breaker aussi, et moi je regardais alors le match, je suivais d'autres matchs en même temps sur un tournoi au Evel, moins de 18 des juniors, donc je regardais sur mon téléphone, et là, comme elle le dit très bien dans son message d'après-match, eu quand même plusieurs occasions de fermer la porte, comme on dit. Et malheureusement, ça s'est pas mis. Donc oui, elle va faire mal, mais bon, c'est le début de la saison aussi. Tout reste à faire encore. C'est pas non plus très très grave de perdre au premier tour en Australie. Ce qui est un peu dommage, c'est que les opportunités étaient là, qu'on sait à quel point c'est important quand on a son ranking d'aller chercher les 70 points et aussi un peu le prize money pour quand même un peu se rassurer par rapport à l'investissement, parce que Kate investit beaucoup dans sa carrière, préparateur physique, préparateur tennistique, etc., kiné, elle-même vraiment, vraiment beaucoup d'investissements financiers derrière son projet. Et donc, ça lui aurait certainement fait du bien de passer ce match-là. C'est pas passé cette fois-ci. Mais de nouveau, j'ai pas envie de tirer le signal d'alarme. C'est beaucoup trop tôt. Et la saison est encore très longue, comme je viens de le dire. Ouais. Oui, et Grete a réagi par écrit suite à cette défaite. Voilà ce qu'elle a déclaré. C'était un match dans des conditions très difficiles. Je me suis sentie très mal sur le terrain à cause du public. Je ne m'étais jamais sentie aussi mal sur le court auparavant. Malheureusement, c'était difficile et je suis déçue de ce match. Malgré les conditions, j'ai eu suffisamment d'occasions pour terminer, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Il faut que je me rende à l'évidence. Alors, effectivement, elle pointe du doigt ce public australien qui était chaud bouillant. Je t'en avais parlé hier dans le podcast et tu me disais oui, mais ça, à notre niveau, le niveau professionnel, ils doivent pouvoir gérer. Mais comme quoi, ça a quand même une incidence. Oui, ben, souvenons-nous, David Goffin à Roland, il s'était fait presque cracher dessus, si je me souviens bien, et les Parisiens sont terriblement indisciplinés. Aux États-Unis, cette année-ci, enfin l'année passée, Kate Millen aussi, c'était super dur en night session face à des Américains qui étaient ivres. C'était pire qu'une ambiance d'interclub. C'était vraiment compliqué. Et ça fait partie malheureusement du jeu. Les gens ont droit de supporter leurs joueurs. C'est un peu une ambiance Coupe Davis. C'est comme ça. C'est pas facile. Hein. Je dis pas que c'est quelque chose qui est facile à gérer, mais on le voit souvent et ça fait partie
du contexte du match. Donc, peut-être que pour Creed, c'était la première fois et automatiquement, ça a dû influencer le truc. Mais je n'ai pas non plus envie de tirer sur les supporters australiens qui ont le droit d'encourager leurs joueuses, tout simplement, Et à mon sens. on ferait pareil si on était à Roland-Garros dans un tournoi du Grand Chelem avec des Belges qui jouent. C'est aussi toujours le chaudron, hein. À part en Angleterre, à Londres, où les Anglais sont très gentlemen et ne le Mm. font pas dans toutes les autres compétitions. Il faudrait regarde ce qui se passe en Amérique du Sud sur la tournée. Tu vois, là, sur le mois de février, il y a des tournois, il y a des 250 en Oui. Amérique du Sud, au Brésil, etc. Les gens sont fous furieux en Argentine et tout. C'est terriblement compliqué de jouer. Voilà, ça, les gens payent leur ticket, ils ont le droit de supporter, il faut l'accepter. Mm. On espère en tout cas que Grete se relèvera rapidement Oui, de cette défaite, hein. elle va se relever. Elle a et là, bon, ça va être compliqué peut-être de dormir aujourd'hui, mais elle est de nouveau. Le projet est long, la saison est longue. On va lui rappeler ça. Son staff sera là pour la supporter. Elle est soutenue et donc c'est pas grave. C'est un match de tennis qui est perdu. Ok, le contexte était difficile, mais pas. Il faut avancer. J'aime bien ton optimisme, Phil. C'est bien. J'ai l'impression que c'est quand je t'appelle après une défaite horrible en 3 heures et que tu me dis ça, j'ai juste envie de te Après, fracasser le crâne, mais bon. il y a deux options. Non, mais il y a deux options. Soit tu restes sur le bord de la route et tu pleurniches et tu dis ah là là, je suis complètement nul. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis une pipe. Ah blablabla. Ok. Ou prends les choses que tu aurais pu mieux faire parce qu'il y a des choses qu'elle aurait probablement pu mieux faire. Tu travailles dessus et puis tu sais quoi? La semaine prochaine, il y en a un autre qui arrive et ça continue quoi. La terre ne s'arrête pas de tourner parce qu'on perd un match de tennis. Mm. Donc aujourd'hui, elle est capable de rebondir. Je suis pas inquiet. Alors le dernier Belge qui a aussi, à mon avis, passé une mauvaise soirée, c'est David Goffin face à Benjamin Bonzi, 63e mondial. David a débuté le match de manière un peu catastrophique. Il était mené 5-0 après 25 minutes et son service perdu à 2 reprises. Il a stoppé l'hémorragie en prenant enfin son service en fin de set, mais Bonzi a marché sur l'eau 6-1 dans la première manche. 10 coups gagnants seulement pour David après le premier set contre 23 pour Benjamin Bonzi. Même s'il a écarté 4 balles de break à 1-0 en début de deuxième set, David a été breaké à 1-1 et a vu Bonzi faire la course en tête tout au long du set. Très impressionnant. Le Français totalement maître de son jeu. 6-2 dans la seconde manche. Frustré, pas très bien en jambes. On a vu David contester l'arbitrage même dans le deuxième. On sentait qu'il ne trouvait pas ses marques, qu'il n'était vraiment pas dans son assiette. Moins solide dans l'échange. Seul le troisième set n'a pas été à sens unique. Les deux hommes ont été au coude à coude jusqu'au tie-break où David a sauvé 4 balles de match pour revenir à 7-7, mais il n'a pas su en profiter. Il a même fait une double faute pour offrir une 5e balle de match au Français qui a bouclé le tie-break 9-7. Donc beaucoup d'imprécisions, de fautes directes dans les 2 premiers sets pour David Goffin. Et même s'il a montré plus de consistance en fond de cours dans le troisième, il se faisait déborder par Benjamin Bonzi, très juste dans ses attaques. Et puis, il avait aussi tout le public français comme adversaire, ce qui n'a pas dû lui faire très plaisir. On vient d'en parler. Alors, on n'a pas eu malheureusement de réaction de David. L'heure était trop tardive à la fin de son match. J'en aurai certainement une demain. Mais c'est vrai qu'il nous disait samedi matin qu'il n'avait pas pu se préparer de manière optimale. Il avait eu pendant sa préparation hivernale un problème à l'ischio et donc voilà, il n'avait pas su se préparer complètement convenablement et il repart d'Australie avec 3 défaites au premier tour. Pas non plus une bonne manière pour David de commencer la saison à un fil, alors que Non. on était tellement content de le voir bien la fin de la saison Oui. dernière. Oui, 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 effectivement. Alors, c'est bien d'avoir eu un élément d'explication sur ces deux contre-performances à Brisbane Brisbane et Hobart, je pense. Adélaïde. Non, Adélaïde, pardon. Et donc, effectivement, une mauvaise préparation hivernale, un manque de rythme sur le début de saison, et puis il s'en sort pas malheureusement en Australie. Le plus important maintenant, c'est qu'il récupère physiquement, qu'il se soigne, et qu'il retrouve, je dirais, le chemin de l'entraînement en tous les cas, en étant complètement libéré de toutes les douleurs. C'est à l'entraînement qu'il va pouvoir retrouver de sa superbe. Donc, c'est dommage parce que j'ai le sentiment quand même que c'était pas non plus un tour qui était injouable pour lui. Et effectivement, les deux premiers sets très, très, très sévères. Peut-être que s'il avait pu gagner le troisième, il n'en était pas loin. Il aurait pu faire tourner un peu le match.
il lui a manqué, comme tu l'as dit, un peu de temps peut-être pour rentrer dedans. Il est rentré trop tard Oui. dans la partie et malheureusement, c'est pas passé pour lui. Oui, et puis, Benjamin Bonzi aussi, est en forme, hein. Il a fait une très bonne fin de saison. Il a gagné Metz à la fin de l'année passée. Il a gagné quelques, bons tours en challenger et cetera. Donc il est en forme, il a plus de rythme et il y a rien à faire, dans ces conditions. C'était compliqué pour, David de s'en sortir. Alors dans le reste des résultats marquants du jour, il y avait 56 matchs au programme, donc impossible de tout vous résumer. Mais on en a retenu certains et d'ailleurs je remercie beaucoup David Dessourou qui m'aide chaque matin à préparer cette émission. Donc voilà, merci beaucoup David. Chez les femmes, d'abord, on notera la qualification de la numéro 2 mondiale, Iga Swiatek. Elle est venue à bout d'une spécialiste du double, la Tchèque Siniakova. La Polonaise a passé 1h23 sur le court pour s'imposer 6-3, 6-4. Une entrée en matière assez poussive pour celle dont le meilleur résultat à Melbourne est une demi-finale en 2022 perdue contre Danielle Collins. Swiatek, qui, pour la petite anecdote, a écouté du hard rock dans son casque avant de monter sur le court. Et la protégée de Wim Fissette affrontera Rebecca Sramkova au deuxième tour, qui est top 50 mondial. Tu la connais, Sramkova? Oui, oui, je vois qui c'est, mais on en avait parlé sur ce premier tour-là. C'est des filles qui jouent très très bien. Siniakova, elle joue très très bien aussi, mais quand même, pour aller inquiéter une Swiatek, c'est encore un tout petit peu léger. Donc pour moi, ça ne devrait pas poser de problème non plus, je pense. Elle est bien rentrée dans son tournoi IGA. Alors Coco Gauff est sortie aussi vainqueur d'un premier tour assez piège contre la gagnante de l'Open d'Australie 2020, l'américaine Sophia Kenin. Coco Gauff s'est imposée 6-3, 6-3. Sous un soleil de plomb, l'américaine a très bien servi, 12 aces et a réalisé 30 coups gagnants pour 13 du côté de Kenin, qui avait justement battu Coco Gauff en huitième de finale lors de son sacre il y a 5 ans. Mats Wilander a déclaré ce matin sur les antennes d'Eurosport qu'il voyait Coco Gauff gagner un ou deux grands chelems cette année. C'est aussi ton avis? En général, il dit pas des bêtises. Mats Wilander, je suis plutôt tout le temps d'accord avec lui. Et là, effectivement, elle a tout à fait le potentiel d'en gagner deux. Oui, c'est complètement cohérent. Parce Lesquels, que, tu penses? alors ça, c'est la bonne question. Roland, elle est capable de gagner Roland avec son coup droit qui gicle vraiment très très fort, hein, qui est c'est vraiment un bon coup droit pour gagner sur terre. Et puis l'US, bien sûr, parce qu'elle l'a déjà Parce fait. qu'elle ouais. Et pourquoi pas ici, ce début d'année. Mais Coco Gauff, c'est le niveau de Sabalenka. Je veux dire, voilà, elle est aussi forte que Sabalenka, Coco Gauff. Peut-être que Mm. son CV en termes de victoire n'est pas égal pour le moment, mais Mats Wilander a 100% raison. C'est une des meilleures, voire la meilleure joueuse du monde actuellement. Donc, Ouais, et puis ouais, tu disais il y a quelque temps qu'elle avait des problèmes avec son service, mais elle a quand même bien ouais, évolué de ce côté-là, ouais. hein. Parce qu'elle a travaillé. Moi, je me souviens en Chine, d'ailleurs, j'avais fait quelques vidéos ici sur cette fin d'année. C'est ça où c'est toujours vraiment intéressant de pouvoir aussi se balader dans les allées, de voir un peu les terrains d'entraînement. Elle passe du temps dessus, elle travaille. Je l'ai vu travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce sont sa première balle, sa deuxième balle, faire des exercices spécifiques, etc. Donc, c'est ça aussi, c'est que il y a le talent, bien sûr, mais il y a aussi le talent d'accepter de passer du temps pour être encore meilleur. Et ces filles-là, Sabalenka, c'est la première qui rentre dans le club, c'est toujours la dernière qui part, passe des millions d'heures à s'entraîner. Et Coco Gauff, c'est la même chose. Et Iga Swiatek, c'est la même chose. C'est des filles qui travaillent énormément, énormément. Et quand, moi, je répète toujours cette phrase-là, rien ne résiste au travail. Et quand, en plus, tu as du talent derrière, eh bien, tu accélères le processus. Mm. Coco Gauff, elle est extrêmement ambitieuse. Je veux dire, elle veut marcher dans les pas de Serena Williams, c'est très clair et elle en a tout à fait les moyens. Et quand tu parles de talent, mais pas de travail, je ne peux pas m'empêcher à penser, on en parlera juste après, mais de Annick Kyrgios, qui a un talent fou, mais qui, à mon avis, n'a pas suffisamment travaillé, sinon il aurait déjà gagné son grand chelem. Bref, moi, Kyrgios, j'en ai plein des anecdotes sur lui, mais celle qui m'a le fait le hurler de rire, c'est quand il joue sa demi-finale contre Nadal à Wimbledon. Je crois que c'est pour préparer sa demi. Et donc, il s'échauffe en même temps. À gauche, il y a Nadal avec 12 coachs, 6 masseurs, 48 personnes autour
deux sparring partners. Enfin, tu vois un peu la densité qu'il y a autour de Rafael Nadal. Et puis tu te tournais et tu avais de l'autre côté Kyrgios qui s'échonnait avec sa copine qui joue pas au tennis. Donc il était avec sa copine sur le terrain qui lui jetait les balles à la main et lui il faisait des coups droits. Voilà, ça c'est Nick Kyrgios. Après, il est fou. Enfin fou, c'est une gentille façon de le dire, mais ce qu'il va dire et ce qu'il va déclarer, honnêtement, il faut pas en tenir compte. Parce qu'il va te dire le contraire, il va te dire un truc le lundi et le contraire le mardi. Tu fais un bon teasing. On va revenir avec ce qu'il a déclaré justement quand on parlera des hommes, si tu veux bien, mais c'est bien, tu as bien teasé ça. Je reviens toutefois sur notre ami Coco Gauff, qui au tour suivant va jouer la Britannique Burrage, 173e mondiale, qui a été la première joueuse à se qualifier lors de cette deuxième journée après sa victoire contre la qualifiée française Léolia Jean-Jean. Normalement, ça ne devrait être qu'une formalité pour Coco Gauff. Alors, la Russe Diana Schneider a dû batailler 2 heures pour s'imposer 7-6, 6-4 contre l'Italienne Cioccaretto. Place maintenant à l'Australienne Tomljanovic, qui a reçu une wildcard des organisateurs et qui a pris sa revanche sur l'Américaine Kruger, qui l'avait battue lors des qualifications d'Adélaïde. Alors, la surprise de cette deuxième journée chez les femmes, elle est venue de l'élimination de Victoria Azarenka, vainqueur des éditions 2012 et 2013. La Bélarusse a mordu la poussière contre l'Italienne Bronzetti, 6-2, 7-6. Azarenka, tête de série 21, a commis 43 fautes directes. Pour toi, c'est peut-être pas une telle surprise, si? Alors, si, parce que Bronzetti, Krit l'a battue ici en début d'année. Une Italienne qui est 70 au monde et qui est une très 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 bonne joueuse, mais qui a pas un tennis flamboyant, qui frappe pas très très fort. Et donc, je voyais vraiment Azarenka écraser un peu ce match par sa puissance et justement ses qualités athlétiques aussi. Elle n'a pas réussi à trouver le coup. Et effectivement, Azarenka, elle peut avoir des matchs comme ça où malheureusement, quand elle est pas en jambes, elle touche un peu moins bien la balle et elle commence à multiplier les fautes. Et c'est probablement ça qui s'est passé. J'ai pas vu le match, mais ça reste quand même, comme tu le dis, une surprise parce qu'effectivement, Bronzetti, elle a moins de qualité que Azarenka. Oui, et puis on aime bien voir les anciennes championnes comme ça dans le tableau. C'est toujours décevant de les voir éliminés au premier tour, je trouve. Mais enfin, place aux jeunes, comme on dit. Ça passe par contre pour une autre ancienne et tête de série, Elina Svitolina, l'Ukrainienne, 2 fois quart de finaliste à Melbourne Park. C'est défait de la Roumaine Cirstea sur le score de 6-4, 6-4. Un autre match était très attendu, c'est Belinda Bencic contre Jelena Ostapenko, 16e tête de série et vainqueur de Roland-Garros en 2017. Et c'est Belinda Bencic, ex-4e mondiale, redescendue à la 294e place après une saison 2024 marquée par la naissance de sa fille, Bella, qui s'est imposée 6-3, 7-6. Ça, c'est une grosse surprise aussi. Ouais, c'est une super grosse surprise et c'est une belle nouvelle parce que c'est vraiment une très 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 chouette fille. Aussi, Belinda Bencic qui a une carrière exceptionnelle, qui était top 10 à 16 ans ou 17 ans, qui a eu des moments compliqués avec un papa qui était très présent, qui mettait beaucoup de pression sur elle. Elle a eu des problèmes, elle a été blessée aussi. Alors ici, elle s'est absentée pour une magnifique raison, c'est mettre au monde un enfant. Et là, elle revient. Et comme souvent, les filles qui reviennent sur le circuit après avoir eu un enfant, eh bien, je pense que le processus dans la tête quand même change, qu'elles arrivent à un peu plus relativiser, à se dire, au final, un match de tennis, c'est bien de le gagner, mais si c'est pas très grave de le perdre aussi, parce qu'il y a autre chose dans la vie. Et quand on a un enfant, on voit les choses évidemment différemment. Et Belinda Bencic qui bat Ostapenko, c'est une sacrée performance, et qui montre en tous les cas qu'elle a déjà le niveau. Et ça, c'est incroyablement surprenant parce qu'elle a joué que très peu de matchs avant de revenir et déjà elle est capable de faire ça. Donc, pour le tennis féminin, c'est chouette parce que c'est une joueuse fantastique, Belinda Bencic. Donc, bravo à elle. Magnifique performance. Et elle a accouché au mois d'avril, tu te rends compte? Oui, c'est fou. Et de revenir là, à ce niveau-là. Bon, il y a Nina Wickmayer aussi. Alors, elle est pas montée aussi haut. Enfin, quoique, si. Après, en tous les cas, dans sa première carrière, elle était bien classée, Yanina, mais elle est revenue très 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 vite après avoir accouché. Svitolina aussi, n'a pas tardé. Azarenka et maman aussi, il y en a plusieurs. Tatiana Maria, je veux dire, il y en a plus d'une Oui. qui voyage en famille.
Mais c'est Kim Clijsters qui avait montré le chemin. Qui avait un peu montré le chemin, effectivement, Et tant qu'on effectivement. parle de maman, eh bien, on peut citer aussi la performance de Naomi Osaka, qui était Elle opposée à aussi, maman, ouais. Caroline Garcia. Ouais, elle vient enfin, elle est maman depuis un an et demi. Alors, elle est montée tard sur le cours. Et, il était près de 2 heures du matin quand elle a eu terminé son match. Mais ce match entre Naomi Osaka et Caroline Garcia, c'était le remake du premier tour de Juste. l'année dernière. Et Naomi Osaka a pris sa revanche face à la Française, qui l'avait battue en 2-7 l'an dernier. Un match assez décousu, hein, avec 2 joueuses sur courant alternatif qui prennent énormément de risques. Dans le 3e set, c'est Osaka qui est parvenue à faire le break pour faire la course en tête. Elle a mieux géré les moments importants, était un peu mieux physiquement aussi. Caroline Garcia, elle revient d'une longue absence, hein. Elle a été un petit peu en burn-out ces derniers mois et donc elle fait ses premiers pas de retour sur le circuit. Mais alors, au prochain tour, notez bien le blockbuster qui nous attend. Osaka qui affrontera Karolina Muchova. Dans le genre opposition de style, là, Phil, on va être servi. Ouais, c'est un tour difficile pour Osaka, hein, parce qu'on Ouais. parlait, hein, Mukova qui est clairement une des favorites. Ouais, ça va être une belle opposition de style, ça c'est certain, parce qu'on a Osaka qui frappe fort, très à plat des deux côtés, et Mukova qui est d'une intelligence hallucinante. Il faut vraiment regarder, pour Ah les oui, gens qui ne connaissent pas Mukova, pour moi splendide. ah ouais, non, c'est splendide, c'est intelligent. C'est pour moi, tactiquement, je pense que c'est la meilleure au monde. Elle a vraiment une science du jeu qui est fantastique. Elle est capable de varier les zones, changer les effets, monter, défendre, amortir, slicer. Elle fait tout. Jeu fantastique. Donc ça va être un beau match, difficile pour Osaka. Il faudra qu'elle soit à son meilleur niveau. Et probablement un deuxième tour qui aurait pu se retrouver comme une demi-finale la semaine prochaine. Oui, c'est clair. Parce que Mukova, elle est demi-finaliste ici à Melbourne en 2021. Elle était demi-finaliste ici à Melbourne en 2021 et elle a battu la Tchèque Podoroska 6-1, 6-1. Donc, elle n'a pas fait dans la dentelle, Mukova, et elle est prête à en découdre. Et c'est vrai qu'au vu du match qu'a livré Osaka ce matin, entourée de son nouveau coach, hein, Patrick Mouratoglou, bah, elle fait encore quand même beaucoup de fautes et ça va être un deuxième tour où elle va devoir... bah là, elle aura plus le droit à l'erreur, quoi. Non, non. Alors chez les hommes, maintenant, on a assisté à une énorme surprise dans le tableau masculin cette nuit. Comme à l'US Open il y a quelques mois, Tsitsipas a été sorti d'entrée par le jeune Américain Alex Michelsen, 20 ans, pour son deuxième Australian Open seulement. Il lui a fallu un peu moins de 3 heures pour surprendre le Grec en 4-7, 7-5, 6-3, 2-6, 6-4. Tsitsipas, finaliste en 2023, demi-finaliste à 3 reprises à Melbourne. Cette victoire, c'est vrai, sur un membre du top 20 est sans conteste la victoire la plus importante de la carrière de Michelsen, 42e joueur mondial. Il l'avait déjà battu, Tsitsipas, à Tokyo il y a quelques mois. Alors, je ne sais pas si tu connais, Phil, mais c'est un joueur qui est très confiant, très talentueux, qui vient du circuit universitaire américain, qui s'est demandé l'an dernier s'il allait rester au collège américain ou devenir joueur pro. Il a finalement choisi le circuit et il y brille grâce à un service puissant, un jeu solide, une très belle attitude. Il a enregistré 46 coups gagnants contre Tsitsipas. Seul petit bémol, peut-être son déplacement. Il n'est pas le plus vif des joueurs, mais il joue très bien à Melbourne Park. L'an dernier, Michelsen avait été sorti au 3e tour par Sacha Zverev et John McEnroe a déclaré sur Eurosport qu'il voyait Michelsen entrer dans le top 10 un jour. Donc, si John McEnroe le dit. Alors, Tsitsipas, c'est une grosse désillusion. Il n'a plus brillé en Grand Chelem depuis 2 ans. Et il avait déjà perdu de manière plutôt inattendue en début d'année à la United Cup contre Shevchenko. Il a déclaré quelque chose d'intéressant en conférence de presse après coup. Il a dit « Je n'ai pas pu m'appuyer sur mon service au départ du point aujourd'hui. J'ai eu l'impression de ne pas avoir assez de puissance dans mes coups, donc je devais travailler 2-3 fois plus sur chaque point. » Et il a analysé les choses en disant que quand il était arrivé sur le circuit en 2018, le jeu n'était pas comme maintenant, pas aussi puissant, que tout était devenu beaucoup plus physique et qu'aujourd'hui, tout le monde tapait très fort, qu'il n'y avait plus de points gratuits. Et c'est vrai qu'avec l'évolution des technologies, du matériel, tout est plus puissant. Est-ce que tu penses, toi, que le jeu de Tsitsipas stagne et qu'il n'arrive pas à suivre le train? C'est une très bonne question. Alors, en t'écoutant, je pensais à Djokovic, je pensais à Federer, je pensais à Nadal, je pensais à ces gars qui ont fait
qui ont trusté les meilleures places pendant 15 ans, 20 ans, ils ont vu passer des générations de joueurs, ils ont vu le jeu évoluer en permanence et ils sont parvenus à trouver les moyens de passer à travers ça. Euh, il a raison, Tsitsipas, de dire que le jeu s'accélère, que tout est un peu plus physique. Medvedev aussi en parlait, il dit waouh, il y a de moins en moins de place à la tactique parce que les gars frappent comme des mules. Et c'est sûr qu'on parlait d'Mpetchi Péricard par exemple, mais qui sert des deuxièmes à 230 à l'heure, va parler de tactique. Qu'est-ce que tu vas aller retourner long et croisé au milieu alors que la balle arrive à 230? Il te faut un casque et espérer de pas la prendre dans les dents. Donc c'est vrai que la place de la tactique quand ça vient vite, c'est plus compliqué. Donc il a raison de dire ça. Cependant, j'ai plus envie de me poser la question suivante, c'est qu'est-ce que tu fais toi depuis 2 ans pour être meilleur? On l'a vu se battre contre son père, hein, et c'est sorti dans la presse beaucoup. Ils ont quand même, je dirais, lavé leur linge sale en public, comme on dit. Il a du mal à se stabiliser au niveau de son staff, etc. Et que peut-être que le problème ou un des problèmes vient de là aussi, c'est de faire confiance dans un staff, de travailler une philosophie de jeu parce que il a les compétences. Enfin, je veux dire, Tsitsipas, il sert très bien. Il frappe comme une mule des deux côtés. Ok, il a revers à une main. On sait que c'est un tout petit peu moins facile, mais on va pas prendre Federer comme exemple. Avec un revers à une main, tu peux aussi bien jouer au tennis. Et puis surtout, comme tu l'as très bien dit, il fait régulièrement des demi-finales en Grand Chelem. Sauf que depuis 2 ans, ça va moins bien. Est-ce que, et je vais terminer sur ça, est-ce que ça va moins bien parce que les autres jouent mieux? Ou est-ce que ça va moins bien parce que toi, tu fais pas les choses comme avant? Moi, voilà la question que je me pose. J'ai pas la réponse. Mais tu parlais de son revers là tout de suite. C'est vrai que je crois que c'est Tim Henman qui disait ça sur Eurosport tout à l'heure. Il a un problème en retour de revers. Il est vraiment très handicapé par ce retour de revers avec les gros serveurs et aussi sur son slice de revers. Donc finalement, ça devient malgré qu'il a un très bon coup sur lequel il a pu s'appuyer, ça devient presque un petit handicap aujourd'hui. Oui, mais je veux dire, demande à Stan Wawrinka, demande à Dominic Thiem, demande à Richard Gasquet. On parlait de Roger Federer. Il y a beaucoup de très très bons joueurs qui ont fait des carrières fabuleuses avec des revers à une main. Et le retour, c'est vrai que sur le retour de service, c'est vraiment là où c'est compliqué à une main. Mais on a vu Federer, par exemple, aussi évoluer au long de sa carrière. Il était capable à un moment donné de presque attendre la balle à l'intérieur du terrain, d'éviter de la laisser tomber. On va prendre un exemple un peu plus. Alors, il n'est pas très actuel, mais pour les fans qui nous écoutent, Olivier Rocus, très bon exemple, qui a fait une carrière fantastique avec un revers à une main, mais il devait prendre les ballons demi-volée en sautant dedans, mais il trouvait le moyen d'arriver à le faire. Donc, je repose la question, oui, c'est vrai que c'est dur, mais c'est pas pour ça que c'est pas possible. Donc, travaille-le, développe-le. On parlait du service de Coco Gauff tout à l'heure. Je pense qu'avec son talent, de nouveau, s'il décide de régler le problème, il le règle. Il faut faisant 1000 par jour et puis ça va aller, quoi. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, mais en tous les cas, pour moi, la philosophie, elle est là. C'est que soit tu dis ça va pas, les autres frappent trop fort, j'arrive pas et je peux pas et je me plains, ou je mets ma casquette, je mets mon pull, je vais sur le terrain et je vais trouver les moyens d'une façon ou d'une autre à arriver à retourner quand la balle vient à 200 à l'heure dans mon revers. Et il sait le faire. Christelle, il sait le faire. Je veux dire, ah oui, non, mais je l'ai vu à Anvers, c'est impressionnant. Hein, dès qu'il frappe la balle, mais je me demande s'il n'y a pas aussi là un petit, par rapport à son changement d'équipe de l'été, s'il n'y a pas aussi quelques conséquences de ce côté-là. J'en suis convaincu. J'ai commencé avec ça. Tsitsipas ne tourne pas comme avant. Dans la tête, dans sa vision, dans son approche, il y a des choses qu'il fait différemment. Et je pense que ça a une influence sur son jeu. Sa concentration probablement n'est pas la même. L'intensité qu'il met dans son job est probablement pas la même. Et les interférences qu'il y a eu au niveau familial, je pense, jouent encore aussi. Ouais. Et puis avec ces histoires de cœur aussi, tout un climat qui fait qu'il n'est pas à son top niveau. Tsitsipas, maintenant la Terre va bientôt arriver, c'est là où il évolue le mieux. Donc il attend peut-être ça avec impatience aussi, mais si tu veux être au top, tu dois être bon sur toutes les surfaces. Oui, mais il est bon sur toutes les surfaces. Hein. Sur gazon aussi, il est capable d'être très très bon. Ouais. Je pense qu'il faut qu'il se reconcentre, ou qu'il se recentre plutôt, qu'il se recentre et qu'il définisse clairement ce qu'il a envie de faire de sa carrière, parce que ce gars-là, il est tout à fait capable de gagner aussi un grand chelem. Hein. Je veux dire, il a le niveau pour le faire.
il est fantastique physiquement. Enfin, je sais pas si tu as déjà eu la chance. Oui, tu l'as vu jouer en vrai, mais mets-toi à côté et regarde jouer c'est terriblement l'intensité, l'énergie. C'est fabuleux comment il joue Ouais. Tsitsipas. Et il a des Ouais. qualités. Je pense euh, à cette capacité de mixer parce que son revers à une main est peut-être ou semblerait peut-être être un inconvénient, mais il est capable de slicer, il est capable d'amortir, il est très offensif, il est capable d'être solide. Je veux dire, on est proche d'un, pas aussi fort, mais dans la variété du jeu d'un Alcaraz, quoi. Il est capable de mettre autant de variété dans son jeu. Pas Ouais. encore autant d'efficacité, probablement, mais dans Ouais. l'esprit, on tend vers ça. Mm. Ouais. Oui, alors il y avait un autre Américain de la génération du tombeur de Tsitsipas sur les cours ce matin en night session face à Novak Djokovic, la légende, 10 fois vainqueur à Melbourne. Son nom, Nishié Bazavaredi, 19 ans, qui participait à son tout premier grand tableau en Grand Chelem. Il a mené la vie dure à Djokovic pendant un set et demi, puisqu'il a remporté la première manche 6-4, avant d'un petit peu s'effondrer physiquement au milieu du deuxième set et de laisser filer les 3 sets suivants, 6-4, 6-3, 6-2. C'est vraiment physiquement qu'il n'a pas réussi à tenir. Il n'a pas l'habitude de matchs d'une telle intensité et certainement pas à ce niveau-là. Mais quelle découverte, ce jeune joueur, quelle capacité physique, une explosivité incroyable, une main extraordinaire, joueur très complet au filet, du fond, qui a le potentiel, à mon avis, de vraiment grimper au classement. Tu le connais un petit peu, Bazavaridi? Absolument pas du tout. Alors, je vais te dire 2-3 petites choses sur lui. Oui, Il est je sais d'origine... il a fait des bons résultats au Masters à la Next Gen, ça j'ai vu, Ouais. mais je ne l'ai jamais vu jouer en vrai. Ok, ah bah, je te conseille d'aller voir les highlights de ce matin. C'était vraiment magnifique. Pendant un set et demi, après, il a un petit peu accusé le coup, mais ce gars est d'origine indienne. Il a décidé de devenir pro après avoir passé 2 années à l'université de Stanford, où il étudiait pour devenir un data scientist. Et en fait, après l'US Open cet été, il a fait quelques bons résultats en Challenger. Il s'est qualifié pour le Masters de la Next Gen. Et voilà, aujourd'hui, il reçoit une wildcard pour participer à cet Australian Open et il est battu par son idole parce que figure-toi que sa photo de profil WhatsApp, c'est une photo de lui avec Novak Djokovic quand il était Génial. jeune. Donc, ça ne l'a pas impressionné pour autant de venir comme ça affronter le taulier des lieux sur une Rod Laver Arena pleine à craquer, chapeau bas. Et Djokovic, lui, a signé sa 95e victoire en Australie. Andy Murray l'a donc peut-être un petit peu aidé à trouver la clé pour s'en sortir dans ce match, bien que face à un joueur comme ça qui débarque un peu sur le circuit, jeune, quelle analyse tu peux avoir en tant que coach? Tu as peut-être déjà été confronté à ça, mais quand tu connais pas vraiment le gars en face parce que ça fait 4 mois qu'il joue sur le circuit, Alors comment tu fais? bon, il est 130, hein, donc il est pas non plus, il vient pas de nulle part, Mm. mais c'est sûr que, enfin, je sais pas comment fonctionnent les autres coachs, mais quand tu joues quelqu'un et où il te manque de l'information, bien, j'aime dire que c'est toujours du 70-30, tu vois. Donc, ça veut dire que, ou 75, 25, enfin, tu peux le, mais dans cette zone de pourcentage-là, tes compétences à toi, ce que tu sais faire, ce que tu maîtrises à 70% et 30% d'informations sur ton adversaire. Il est droitier, il est gaucher, il a un meilleur revers, il a un meilleur coup droit, il bouge bien, il bouge pas bien, il sert pas bien, blablabla. Donc, quelques infos pour orienter ce que toi, tu sais faire de mieux. C'est comme ça qu'il faut concevoir la tactique. Enfin, en tous les cas, moi, je préfère partir de mon joueur et dire, si tu sers bien, si tu prends tes meilleurs coups, si tu contrôles ton attitude, si tu as le bon état d'esprit, tu ne perdras pas contre un mec qui est 130. C'est impossible. Et Mm. Djokovic, il le sait. Donc, quand Andy Murray et Novak Djokovic préparent le match, bon, ben, ils savent que le gars en face, sur un match en 5-7, il va falloir qu'il soit exceptionnel. Et, de nouveau, je trouve que c'est intéressant, le score, c'est qu'effectivement, le gars, ce jeune Américain, marche sur l'eau probablement, l'adrénaline, l'excitation, etc. Il gagne le premier set. Et dans un match au meilleur des 2 sets, peut-être que Djokovic peut un peu se tendre, un peu tata, Mhm. et peut-être que ça peut basculer. Mais Djokovic qui perd le premier set, Il en Djokovic a qui vu perd le d'autres. deuxième set, l'autre encore lui en prendre un. Et c'est là où ça se complique en 5-7. Tu vois, et c'est là où les grands chelems sont fabuleux, c'est que c'est au meilleur des 3 sets chez les hommes.
Ouais. Donc voilà, je pense qu'il a jamais réellement paniqué. Et le score, tu as vu, les 7 étaient de plus en plus faciles. Hein. Ouais. 6-4, 6-3, 6-2. Donc Ouais. c'était, tu vois que Tu ça se voyais bien croise quoi, à un moment donné. l'expérience lui manquait à ce jeune homme de 19 Ouais. ans, Bazavaredi, mais il se déplace vraiment super vite et dans le premier set et demi, enfin jusqu'à 4-4 dans le deuxième, en fait, Djokovic ne trouvait pas la clé pour contrer cette rapidité d'exécution sur le court. Il devait travailler beaucoup plus et il n'arrivait pas à trouver les solutions face à ce joueur aussi rapide. Alors, ben voilà, si jamais toi, tu es confronté à ça, c'est quoi la clé pour venir Bah, il y a un des piliers, le tennis, c'est 4 piliers. Hein. On a déjà beaucoup parlé de ça. Hein. Donc, c'est la tactique, c'est de la technique, c'est du mental et c'est du physique. Donc, tu dois toujours avoir dans la tête que la porte d'entrée, c'est un des 4, 2 des 4, 3 des 4 ou 4 des 4 si tu es vraiment meilleur que l'autre. Mais ici, si effectivement, Djokovic, il frappe pas très très fort dans la balle. Donc, il n'est pas capable d'envoyer des espèces de missiles du fond, tu vois, un peu comme Sinner est capable de le faire. Djokovic, il fait pas ça. Mais il sait par contre, que physiquement, il peut tenir 5h30, qu'il est capable de ne pas rater, qu'il est capable de faire travailler l'autre. Et à un moment donné, la stratégie, c'est de dire, OK, pas grave, je ne gagne pas les points pour le moment. Il est meilleur, mais il va arriver et on va être à 2 heures. À un moment donné, il y aura 2 heures de jeu, 2h30 de jeu, 3 heures de jeu, peut-être 3h30 de jeu. Et là, le niveau du gap, et là, c'est ce qui se passe. Et Djokovic, c'est pas que Djokovic joue mieux, c'est que Djokovic ne descend pas. Djokovic, il ne descend pas et il joue très bien quand il faut, dans les moments importants. Et l'autre, il est parti comme une balle, il s'est stabilisé et il a fini par chuter. Et puis, à un moment donné, la courbe se croise, si tu veux, tu vois. ouais, ouais. Donc, c'est ça où ce jeu aussi est absolument magnifique, c'est qu'il ne faut pas oublier que pour quelqu'un qui n'a pas une très bonne technique et qui va commencer dans 2 mois, on est en interclub, il joue un peu ses matchs. Il n'est pas très bon techniquement, mais s'il sait qu'il est capable de tenir, la stratégie de dire j'y vais et ça va être un vrai combat physique. Je joue pas bien ou pas comme je voudrais, mais c'est pas grave. L'autre, je vais le faire travailler. Boum, Ouais, pilier physique, super intéressant. ouais. Oui, tout à fait. Et ici, c'est lui qui a flanché physiquement Bazavaredi, mais certaines qu'on va encore entendre parler de lui. Et Novak Djokovic jouera au deuxième tour le Portugais Jaume Faria. Voilà, et je vous rappelle que Djoko avait été battu l'an dernier en demi-finale à Melbourne par Yannick Sinner. Et Yannick Sinner, justement, il a bien géré son tout premier tour, annoncé comme périlleux. Il a dû disputer quand même 2 tie-breaks face à Nicolas Jarry, le Chilien, 7-6, 7-6, 6-1. Jarry, il a un énorme service. On savait qu'il serait dangereux. Il bouge bien. 2 tie-breaks remportés, c'est bien pour se mettre en confiance. Il peut s'estimer heureux, Sinner, de ne pas avoir perdu de 7. L'Italien qui est toujours hanté par cette suspension suite à des accusations de dopage. Le TAS vient d'annoncer d'ailleurs qu'il serait fixé sur son sort le 16 et 17 avril. Il risque jusqu'à 2 ans de suspension. Alors, lui s'appelle Francesco Passaro et il a une bonne étoile au-dessus de la tête, file à Melbourne. Repêché lucky loser suite à l'abandon de Fabio Fognini, il a aujourd'hui profité du forfait de Grigor Dimitrov qui a jeté l'éponge après le premier set de leur duel. Donc, belle semaine pour le Portugais qui, la semaine dernière, avait été sorti au 3e tour des qualifs par Basilashvili. Au prochain tour, figure-toi, il va jouer contre Benjamin Bonzi. Donc ça aurait été une belle occasion d'aller au 3e tour pour David. Que Ouais. de regrets. Hein. Oui, oui. Oui, après un match n'est pas l'autre, on le sait, mais c'est vrai que c'est Non, bien sûr. une belle occasion manquée, peut-être. On verra, Ouais, peut-être que Bonzi ne passera pas, hein, avec peut-être. un adversaire qui est touché par la grâce. Oui, c'est vrai. Hein, C'est vrai. Alors, Jack Draper, lui, demi-finaliste au dernier US Open, est sorti d'un match piège en 5-7 face à Mariano Navone. Victoire pour Carlos Alcaraz face à Shevchenko, 6-1, 7-5, 6-1. Il a été un petit peu bousculé dans le deuxième, l'Espagnol, qui retrouvera le Japonais Nishioka au second tour. Frances Tiafoe a eu besoin de 5-7 pour venir à bout d'Arthur Rinderknecht, le Français. Et un autre Américain a été poussé au 5e set, mais s'en est finalement sorti, c'est Tommy Paul, 11e mondial, sérieusement bousculé par l'Australien
O'Connell. Et alors, toujours au chapitre des 5-7, on a Arthur Cazot qui est sorti vainqueur d'un thriller face à la tête de série numéro 28, Sébastien Baez. Le Français Arthur Cazot, désormais coaché par Sam Sumik, il jouera contre Jacob Fernley, tombeur de Nick Kyrgios ce lundi matin. Alors, l'Australien était l'attraction de la journée, mais il n'y a pas eu de miracle sur la John Cain Arena, pleine à craquer. Kyrgios, qui se présentait avec une blessure aux abdos, a plusieurs fois appelé le kiné d'ailleurs sur le match, mais il ne s'est pas privé pour faire le show, Kyrgios, pendant 2h30. Il s'est finalement incliné en 3-7, 7-6, 6-3, 7-6, et il était complètement abattu après son match, Kyrgios. Il a d'ailleurs annoncé en conférence de presse, on en parlait tout à l'heure, que ce match pourrait être son dernier match en simple à l'Open d'Australie. Alors, était-ce l'émotion ou est-ce qu'il a vraiment l'intention de quitter la scène sans n'avoir jamais remporté un grand chelem? Il faudra voir si ça se confirme, mais tu trouves que le tennis, toi, a besoin d'un mec comme Nick Kyrgios? Alors, je vais répondre en deux temps. Oui, pour son charisme, pour sa façon de jouer au tennis, qui est complètement hors norme, pour cette énergie et ce spectacle qu'il met, et cette capacité de faire rire les gens et de les amener dans le spectacle. Mais non, on n'a pas besoin d'un mec comme Kyrgios quand il insulte la moitié des adversaires, quand il manque de respect au numéro 1 mondial, quand il dit que la seule chose qui l'intéresse, c'est de gagner des grands chelems alors qu'il n'a pas gagné un match depuis des plombes. Et ce côté-là, irrespectueux, mal éduqué, vulgaire, parce que je t'en passais des meilleurs sur ce qu'il est capable de mettre sur les réseaux sociaux par rapport aux autres, et notamment Sinner. Ça, non, je trouve qu'il est inintéressant et il ne manquera absolument pas. Mais pour le côté sportif, c'est un peu comme aller voir Benoît Paire, si tu veux, tu vois, ou Ouais. Bublik, par exemple. C'est des gars, tu sais qu'ils jouent, tu vas les voir parce que tu vas t'amuser. Tu vas t'amuser, tu vas rigoler, il va te faire rire, et parce que tu sais jamais ce qui t'attend. Donc ça, oui, on a besoin de ça, évidemment. Mais que ça. Ouais, c'est sûr. Et c'est marrant que tous ces mecs qui sont un petit peu survoltés comme ça, caractériels, sont des talents fous. Hors norme. Hors norme. Oui, 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 parce que Bublik est un autre exemple aussi, hein, mais Kyrgios, je pense qu'il a peut-être le dernier coach qu'il a eu, il avait 14 ans ou 15 ans. C'est, je veux dire, un gars qui ne s'entraîne pas, non, c'est Mmh. vraiment, c'est juste irréel le talent du gars. Et ça Ouais. se voit sur le terrain. Ça se voit sur le terrain. C'est quand même un Ouais. des rares, même quand il jouait bien, enfin, c'est quand même un des rares à avoir battu Djokovic, Federer, Nadal, il les a tous battus. Il y en a Ouais. peu qui peuvent se vanter d'avoir fait ça, hein. Ouais. Donc, Ouais. mais le manque de consistance, le manque de sérieux, le manque de rigueur, le manque de motivation, Du fait gâchis que, quand même un peu, hein. bah, pour le sport, oui, oui, c'est certain, c'est certain. Mmh. Alors son grand pote avec qui il va jouer le double, par contre, Thanasi Kokinakis, s'est offert une belle victoire, lui, en 4-7 devant son public face à Roman Safiullin. Et je suis contente parce que c'est un chouette gars qui est déjà venu à mon micro lors du Challenger de Bordeaux. Je l'ai trouvé vraiment respectueux pour le coup, très sympa. Alors voilà, je lui souhaite le meilleur à Kokinakis et on verra ce qu'ils sont capables de faire en double. Je pense que Kyrgios va quand même jouer malgré ses douleurs aux abdominaux. Voilà, il faudra vérifier Espérons. cette info-là. Et c'est ici, Phil, qu'on va refermer ce podcast, un petit peu plus long parce qu'il y avait les Belges qui jouaient. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir été au rendez-vous, toujours plus intéressant que jamais. Allez, allez, tu vas me faire rougir. Et demain, ou plutôt cette nuit, c'est Zizou Bergs qui entre Allez, en hein, piste face notre à Zizou. Facundo Diaz Acosta, l'Argentin. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller écouter les propos qu'il a confiés à la presse belge samedi matin, Zizou. C'est une interview qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je sais tes podcasts, très facile à trouver. Mais surtout, ne manquez pas notre rendez-vous de demain aux alentours de midi 13h. Philippe et moi, on aura rendez-vous avec Christophe Vliegen. Il sera notre invité et ce sera l'occasion de débriefer le match de Zizou. Donc, on vous donne bien évidemment rendez-vous demain après-midi à cette occasion. Passez une très belle fin de journée. Phil, je te souhaite aussi une bonne soirée, un bon repos. Je me réjouis d'être avec Christophe Ligon au micro demain. On va sûrement bien rigoler et il va nous dire des choses super intéressantes, notamment cette finale qu'il partage avec nous, cette finale de Zizou Bergs qu'ils ont eu la chance de jouer à Hobart il y a une semaine. Donc, Ouais. chouette.
Voilà, n'hésite pas à préparer tes petites fiches. Je te laisserai poser tes questions, Oui, comme c'est toujours tellement intéressant de vous entendre. il faudra que tu me laisses parler, ce qui est vraiment pas toujours évident. Mais enfin, espérons, on verra bien. Salopard. Bon, merci Phil pour tes Allez, précieux salut. mots et on se voit demain. Ciao tout le monde. Ciao tout le Merci. monde.